aux funérailles de mon mari, mon fils, qui nous avait abandonnés il y a 15 ans, en disant qu'il avait honte d'avoir des parents qui travaillaient dans les champs, est apparu en costume noir. Il a exigé la ferme et la maison de plage que son père m'avait laissée. Mais quand il a vu qui tenait mon bras, il s'est mis à trembler. La fine pluie de mars tombait sur le cimetière Saint-Pierre, créant une atmosphère mélancolique qui semblait parfaitement s'accorder avec mon état d'esprit. J'étais là, vêtu de noir, observant le cercueil en chêne qui contenait la dépouille de Sébastien Thierry Santos, mon mari depuis 47 ans. À 68 ans, je me retrouvais veuve, un mot qui résonnait encore étrangement dans mes pensées. Sébastien Thierry était parti soudainement, victime d'une crise cardiaque foudroyante alors qu'il inspectait le bétail à la ferme. C'était un mardi matin quand j'ai trouvé son corps dans le pâturage, et depuis lors, ma vie s'était transformée en une succession de décisions pratiques et de formalités administratives que j'avais du mal à assimiler. La veillée funèbre avait duré 2 jours, suffisamment longtemps pour que les amis, voisins et parents éloignés viennent présenter leurs condoléances. Docteur Jules Florent, notre médecin de famille et ami de longue date, était resté à mes côtés pendant toute cette période difficile. À 71 ans, il était veuf depuis près d'une décennie et comprenait mieux que quiconque le vide que je ressentais. Sa présence discrète mais constante avait été mon port d'attache ces derniers jours. Il s'occupait des détails pratiques que je ne pouvais pas affronter, parlait avec le personnel des pompes funèbres et recevait les visiteurs quand j'avais besoin de moments de solitude. « Xavier Ophélie, vous devez vous alimenter », disait Jules de sa voix douce, toujours soucieux de mon bien-être. « Sébastien Thierry n'aimerait pas vous voir ainsi, sans prendre soin de vous. » Je savais qu'il avait raison, mais la nourriture semblait sans saveur, et le monde autour de moi bougeait au ralenti. La ferme que nous avions construite ensemble au fil des décennies, la maison de plage à Ubatuba que nous avions achetée après des années d'économie, tout cela semblait perdre son sens sans la présence de Sébastien Thierry à mes côtés. Notre mariage avait été un véritable partenariat. Nous avions commencé avec presque rien, juste un bout de terre hérité de ses parents et beaucoup de volonté de travailler. Sébastien Thierry se levait avant le lever du soleil pour s'occuper des animaux, et je gérais la maison, le budget familial, et aidais même à la traite quand c'était nécessaire. Nous n'avions pas honte de nos origines modestes, ni du travail acharné qui nous avait menés là où nous étions. Au fil des ans, la ferme avait prospéré. Nous avions agrandi le troupeau, modernisé les installations et acheté des terres voisines. Sébastien Thierry avait un talent naturel pour les affaires rurales, et j'avais toujours été doué pour les chiffres et la planification. Ensemble, nous avions transformé cette petite propriété en une exploitation respectable qui générait de bons profits et employait plusieurs familles de la région. La maison de plage avait été notre rêve réalisé à 50 ans. Après tant de travail et de sacrifices, nous avions décidé que nous méritions un endroit pour nous reposer où nous pourrions recevoir les petits-enfants et profiter de la retraite que nous avions planifiée ensemble. Sébastien Thierry adorait pêcher sur la plage le matin, pendant que je lisais sur la véranda, observant le mouvement des vagues. Christophe Santos, notre fils unique, avait grandi dans cet environnement de travail et de prospérité. Jusqu'à l'âge de 27 ans, il semblait bien accepter notre vie simple et laborieuse. Il avait obtenu son diplôme en gestion dans la grande ville, mais revenait toujours à la maison pendant les vacances et les jours fériés. Sébastien Thierry espérait que son fils reprendrait progressivement les affaires familiales, se préparant à poursuivre ce que nous avions construit. Mais tout a changé brusquement quand Christophe a épousé une jeune femme de la capitale. Xavier Fernanda venait d'une famille d'entrepreneurs urbains et n'a jamais caché son mépris pour la vie rurale. Pendant les premiers mois du mariage, j'ai encore essayé de maintenir une relation cordiale avec ma belle-fille, mais ses critiques constantes sur notre vie arriérée et ses commentaires dépréciatifs sur l'odeur des tables de nos vêtements
ont commencé à créer des tensions. La goutte d'eau est venue lors d'une discussion familiale le Noël d'il y a 15 ans. Christophe était arrivé visiblement gêné et Xavier Fernanda avait refusé d'entrer dans la maison de la ferme, préférant rester dans la voiture avec la climatisation allumée. Quand Sébastien Thierry a suggéré que le couple passe le réveillon avec nous à la plage, Christophe a explosé. « Papa, je n'en peux plus de cette situation », a-t-il dit ce soir-là, avec une froideur dont le souvenir me fait encore mal. Ma femme a raison. Je me suis mariée, j'ai construit une vie différente, et je ne peux plus faire semblant d'être fière d'avoir des parents qui travaillent dans les champs comme des paysans. Sébastien Thierry est devenu blême, et j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Notre fils, qui avait grandi en profitant du confort que notre travail avait procuré, nous rejetait maintenant par honte de nos origines. « Tu ne peux pas être sérieux, Christophe » ai-je répondu d'une voix étranglée. « Tout ce que tu possèdes aujourd'hui a été gagné par la sueur de ce travail que tu méprises. » Mais Christophe avait déjà pris sa décision. Ce soir-là, il a fait ses valises et est parti avec son épouse, en précisant qu'il ne reviendrait pas tant que nous ne changerions pas notre style de vie démodé. Sébastien Thierry a essayé de discuter, a proposé une aide financière pour que son fils monte sa propre entreprise en ville, mais Christophe est resté inflexible. Durant les 15 années qui ont suivi, le silence entre nous est devenu une blessure qui ne s'est jamais vraiment cicatrisée. Nous recevions des nouvelles éparses par des connaissances communes. Christophe avait monté un cabinet de conseil, s'était installé dans un quartier huppé de São Paulo, fréquentait des clubs exclusifs. Nous avions aussi appris que son mariage avec Xavier Fernanda s'était soldé par un divorce quelques années plus tard. Mais même ainsi, il n'était jamais revenu sur sa décision de nous tenir à distance. Sébastien Thierry a beaucoup souffert de cette séparation. Je le trouvais souvent en train de regarder d'anciennes photos de son fils, particulièrement celles où Christophe apparaissait souriant à la ferme, aidant avec les animaux ou pêchant avec nous à la plage. « Il peut encore changer d'avis, Xavier Ophélie », disait mon mari avec un espoir que je ne parvenais plus à partager. Un jour, il comprendra ce qu'il a perdu. Maintenant, debout devant la tombe qu'on refermait, je me demandais si Christophe était au moins au courant de la mort de son père. Nous n'avions plus aucun contact direct, et bien que certaines personnes de la région maintiennent encore des relations avec lui, personne n'avait mentionné l'avoir informé du décès. Docteur Jules restait à mes côtés, tenant discrètement mon bras pour me soutenir. Sa présence était réconfortante, et j'étais reconnaissante d'avoir quelqu'un d'aussi dévoué prenant soin de moi dans ce moment difficile. Il avait connu Christophe quand il était petit, avait suivi sa croissance et avait également été choqué par la rupture familiale survenue des années auparavant. « Il devrait être ici », ai-je murmuré à Jules, observant les dernières pelletées de terre jetées sur le cercueil. Indépendamment de nos différends, Sébastien Thierry était son père. Jules a doucement serré mon bras. « Les gens ont parfois besoin de temps pour mûrir, Xavier Ophélie », a-t-il dit avec sa sagesse de médecin expérimenté. La douleur de la perte a le pouvoir de réveiller des sentiments qui étaient endormis. Je voulais croire ces paroles, mais après 15 ans de silence, j'avais appris à ne plus nourrir d'espoir. Sébastien Thierry était mort sans avoir eu la chance de se réconcilier avec son fils, et ce serait une blessure que je porterais à jamais. Les derniers invités partaient quand j'ai aperçu une silhouette familière marchant entre les tombes. Mon cœur s'est arrêté un instant en reconnaissant la silhouette haute et élégante qui s'approchait. Christophe était arrivé. Il portait un costume noir impeccable, des chaussures en cuir italien qui brillaient même sous la pluie fine, et tenait un parapluie qu'il maintenait ouvert avec une précision militaire. À 42 ans, mon fils était devenu un homme que je reconnaissais à peine. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés en arrière, avec du gel. Son visage avait une expression dure
qui n'existait pas dans son enfance, et ses mouvements étaient mal calculés, comme ceux de quelqu'un habitué à diriger des réunions d'entreprise. Je me suis appuyé plus fermement sur le bras de Jules, sentant mes jambes trembler. 15 ans d'absence, 15 ans de silence, et il avait choisi d'apparaître justement maintenant, quand j'avais le plus besoin de paix pour gérer ma douleur. « Xavier Ophélie, vous allez bien ?» a demandé Jules discrètement, percevant ma tension soudaine. « C'est mon fils », ai-je murmuré, incapable de détourner le regard de la silhouette qui s'approchait d'un pas ferme sur la pelouse mouillée du cimetière. Christophe s'est arrêté à quelques mètres, a fermé son parapluie d'un mouvement sec et m'a regardé avec des yeux qui semblaient évaluer la situation comme un homme d'affaires étudiant une transaction. Il n'y avait pas de larmes sur son visage, ni de signe de chagrin pour la mort de son père, juste une expression froide et calculatrice qui m'a glacé le sang. « Mère », a-t-il dit avec un signe de tête qui ressemblait plus à une salutation formelle qu'à la reconnaissance de 15 ans de séparation. « Christophe », ai-je répondu, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. « Tu es venu. » Il a haussé les épaules, comme si sa présence était une obligation bureaucratique qu'il avait finalement décidé de remplir. J'ai appris la mort de papa hier soir. Une connaissance m'a appelé. La froideur avec laquelle il parlait de son propre père m'a transpercé comme une lame. Sébastien Thierry était mort en appelant le nom de son fils, et Christophe parlait de lui comme s'il était un lointain étranger. « Ton père a toujours espéré que tu reviendrais », ai-je dit, essayant de garder ma dignité malgré la douleur que je ressentais. « Il est mort en t'attendant. » Christophe ajusta les manches de sa chemise d'un geste impatient. « Eh bien, maintenant il est mort, et nous devons régler certaines questions pratiques. » Je clignais plusieurs fois des yeux, n'arrivant pas à croire ce que j'entendais. Mon fils était apparu aux funérailles de son propre père pour parler de questions pratiques, avant même que la terre ne finisse de recouvrir le cercueil. « Quelles questions ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi suspectait déjà la réponse. Christophe regarda autour de lui, vérifiant s'il restait encore des gens aux alentours. La plupart des invités étaient déjà partis, ne restant que moi, Jules et quelques employés du cimetière qui finissaient d'arranger les fleurs sur la tombe. « La ferme et la maison de plage, » dit-il sans détour. « J'ai besoin de savoir quelle est la situation légale de ces propriétés. » Je me sentis comme si j'avais reçu une gifle. « Christophe, ton père vient d'être enterré. Tu n'as pas été présent pendant 15 ans, et la première chose que tu me demandes concerne l'héritage. » Il soupira avec impatience, comme si j'étais une enfant têtue qui ne comprenait pas les affaires d'adulte. « Maman, je sais que cela peut paraître insensible, mais je suis le seul héritier mâle de la famille. La ferme et la maison de plage représentent un patrimoine considérable, et j'ai besoin de comprendre quelle est ma position légale. »« Ta position légale ?» répétai-je, sentant l'indignation monter en moi. « Tu as abandonné ta famille il y a 15 ans, parce que tu avais honte d'avoir des parents qui travaillaient dans les champs, et maintenant tu veux réclamer les fruits de ce même travail. » Christophe serra la mâchoire, mais maintint un ton contrôlé. « Ce que j'ai dit dans le passé a été dit sous le coup de l'émotion. Nous étions différents à cette époque. Maintenant, je suis un entrepreneur établi, j'ai de l'expérience en gestion, et je peux donner une destination plus lucrative à ces propriétés. » Plus lucrative ? J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Tu comptes tout vendre ? La ferme est dans une région qui se valorise pour le développement touristique, expliqua-t-il avec la froideur de quelqu'un qui présentait un plan d'affaires. Et la maison de plage est située dans un quartier huppé qui peut rapporter beaucoup d'argent. Garder ses propriétés uniquement par sentimentalisme est un gaspillage économique. Jules, qui était resté silencieux jusque-là, fit un pas en avant. Sa présence protectrice à mes côtés semblait déranger Christophe, qui l'observait avec une curiosité mal dissimulée. « Jeune homme, » dit Jules, de sa voix sereine mais ferme, « ce n'est peut-être ni le moment ni l'endroit approprié pour discuter de questions financières.
Votre mère vient de perdre le compagnon de toute une vie. » Christophe le regarda avec l'expression de quelqu'un qui n'était pas habitué à être contredit. « Et vous êtes… » « Docteur Jules Florent, » répondit-il avec dignité. « Je suis le médecin de famille depuis plus de 40 ans et un ami très proche de votre mère. » Quelque chose changea dans l'expression de Christophe quand il entendit le nom complet de Jules. Une ombre passa dans ses yeux, comme si un souvenir lointain avait été réveillé. Il regarda plus attentivement l'homme qui tenait mon bras avec tant de naturel, étudiant ses traits avec une intensité qui me mit mal à l'aise. « Jules Florent » répéta Christophe lentement, comme s'il testait le son du nom. « Je connais ce nom de quelque part. » Je sentis Jules se raidir à mes côtés, bien qu'il maintint son expression calme. « Probablement des consultations médicales quand vous étiez enfant, » dit-il avec un naturel forcé. « J'ai suivi votre croissance jusqu'à votre départ pour Sao Paulo. » Christophe continua à le fixer, et je compris qu'il se passait quelque chose de plus, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. L'atmosphère devint chargée d'une tension étrange, comme si des secrets anciens étaient déterrés en même temps que les souvenirs. « Non, » dit Christophe lentement, secouant la tête. « Ce n'est pas que ça. Ce nom, j'ai déjà entendu ma mère en parler d'une façon différente. » Mon cœur s'emballa. Il y avait quelque chose dans la voix de Christophe, un soupçon grandissant qui m'alarma. Je regardai Jules, qui gardait un visage serein, mais je remarquai une raideur dans ses épaules, qui n'était pas là avant. « Christophe, tu imagines des choses, » dis-je rapidement. « Docteur Jules a toujours été notre médecin de famille et un grand ami, rien de plus que ça. » Mais mon fils ne semblait pas convaincu. Il fit un pas de plus dans notre direction, ses yeux allant de moi à Jules et revenant à moi, comme s'il assemblait un puzzle mental. « Ami de la famille, » murmura-t-il, d'un ton que je ne pus déchiffrer. « Comme c'est intéressant. Et depuis combien de temps êtes-vous des amis aussi proches ?» La question était chargée d'insinuations qui me firent rougir. « Christophe Santos, comment oses-tu insinuer quelque chose d'inapproprié aux funérailles de ton propre père ?»« Je n'insinue rien d'inapproprié, maman, » répondit-il, mais il y avait une froideur calculatrice dans sa voix. « J'essaie simplement de comprendre la dynamique familiale actuelle. Après tout, si je dois assumer mes responsabilités d'héritier, je dois connaître tous les facteurs impliqués. » Jules serra doucement mon bras, un geste discret de soutien qui n'échappa pas à Christophe. Mon fils observa ce mouvement avec une attention excessive, comme si chaque détail était un indice important. « Les seules responsabilités qui te reviennent, » dis-je avec toute la fermeté que je pus rassembler, « sont celles d'un fils qui devrait pleurer la mort de son père et non calculer les profits sur des biens qui n'ont même pas encore été inventoriés. » Christophe sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire froid de quelqu'un qui venait de découvrir un avantage stratégique. « Bien sûr, maman, tu as raison, mais nous ne pouvons pas nier que certaines situations peuvent compliquer les questions juridiques. » Je n'aimais pas du tout son ton, ni la façon dont il continuait à regarder Jules, comme s'il déchiffrait une énigme. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux, une détermination qui me rappelait le garçon têtu qu'il avait été, mais amplifié par la dureté acquise au fil des ans. « Il n'y a aucune situation qui complique quoi que ce soit, » dis-je fermement. « Ton père m'a tout laissé dans son testament, et c'est ce qui va prévaloir. »« Les testaments peuvent être contestés, maman, » répliqua Christophe avec une assurance qui m'effraya. « Surtout quand il y a des circonstances spéciales en jeu. » La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait lourd et humide. Je sentais que nous nous dirigions vers une confrontation qui pourrait détruire ce qui restait de notre famille, et je ne savais pas comment empêcher cette escalade. Jules, percevant mon angoisse, fit un pas en avant avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à gérer des situations délicates. « Jeune homme, je pense que vous devriez bien réfléchir à ce que vous dites, »
Votre mère vient de vivre un traumatisme terrible et vos insinuations sont complètement déplacées. » Christophe le fixa avec une intensité qui me fit frémir. Il se passait quelque chose là, quelque chose que je ne pouvais pas complètement comprendre, mais que je sentais dangereux. Mon fils semblait élaborer une sorte de stratégie mentale, analysant chaque mot, chaque geste, chaque expression. « Docteur Jules Florent », répéta-t-il encore une fois, prononçant chaque syllabe avec un soin exagéré. « Êtes-vous sûr que nous ne sommes que de vieilles connaissances ?» La question de Christophe resta suspendue dans l'air lourd du cimetière, chargé d'une tension qui me donna l'impression de marcher sur de la glace fine. J'observais mon fils étudier Jules avec une intensité qui me mettait de plus en plus mal à l'aise, comme s'il était un détective analysant les indices d'un crime. Jules gardait sa composition, mais je pouvais sentir la rigidité dans son corps à travers le bras qui tenait le mien. Il y avait quelque chose dans sa façon d'éviter le regard direct de Christophe qui me fit comprendre que mon fils était peut-être sur le point d'une découverte que je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait. « De vieilles connaissances, oui, » répondit finalement Jules, sa voix gardant son ton professionnel habituel. « Comme je l'ai dit, j'ai suivi votre famille pendant de nombreuses années en tant que médecin. » Christophe fit quelques pas autour de nous, comme un avocat encerclant un témoin au tribunal. Ses chaussures en cuir italien faisaient un bruit étouffé sur la terre humide, et je pouvais entendre le craquement du cuir neuf à chaque mouvement. Il était devenu un homme qui savait utiliser le silence comme une arme, laissant la tension monter jusqu'à ce que quelqu'un se sente obligé de combler le vide. « Comme c'est intéressant », murmura-t-il, s'arrêtant juste devant moi. Parce que je me souviens de certaines conversations que j'ai entendues quand j'étais adolescent. Des conversations que ma mère avait au téléphone, toujours à voix basse, toujours quand mon père n'était pas à la maison. Mon sang se glaça. J'avais été si prudente pendant toutes ces années, toujours discrète, toujours respectueuse envers Sébastien Thierry. Mais Christophe était un garçon intelligent, trop observateur pour son propre bien. Et apparemment, il avait gardé ses souvenirs comme des graines qui germaient maintenant en soupçon. « Christophe, tu as toujours inventé des histoires quand tu étais enfant, » dis-je, essayant de paraître naturel malgré mon cœur qui battait la chamade. « Ton imagination a toujours été très fertile. » « Mon imagination ?» Il sourit, mais c'était un sourire froid, calculateur. Alors c'était mon imagination qui m'a fait entendre ma mère murmurer le nom Jules, avec une tendresse que je ne l'ai jamais entendu utiliser avec aucun autre homme. C'était mon imagination qui m'a fait remarquer comme elle était différente après ses appels, plus joyeuse, plus vivante. Jules fit un pas en avant, sa voix prenant le ton ferme de quelqu'un habitué à gérer des situations délicates en médecine. « Jeune homme, vous faites des insinuations très graves, basées sur des souvenirs d'enfant. Votre mère a toujours été une épouse exemplaire pour votre père. » « Une épouse exemplaire ?» répéta Christophe, savourant les mots comme un vin amer. Bien sûr qu'elle l'était, mais cela ne signifie pas qu'elle n'avait pas d'autres sentiments, n'est-ce pas, docteur Florent? La façon dont il prononça le nom de Jules était chargée d'une malice qui me fit frémir. Mon fils était devenu un homme dangereux, capable d'utiliser n'importe quelle information comme une arme pour obtenir ce qu'il voulait. « Vos sentiments ne vous regardent pas, » dis-je avec toute la fermeté que je pus rassembler. Et même si c'était le cas, cela ne changerait rien concernant l'héritage que votre père m'a laissé. Christophe rit, un son sec qui résonna entre les pierres tombales. « Ah, mais si, mère, cela changerait tout. Car s'il existe la moindre preuve que vous entreteniez une relation extra-conjugale pendant votre mariage avec mon père, cela pourrait être utilisé pour contester la validité du testament. » Je me sentis comme si j'avais reçu un coup dans l'estomac. « Comment osez-vous suggérer une chose pareille? Je n'ai jamais trahi votre père. Jamais. »« Je ne suggère pas une trahison physique, mère, » dit Christophe avec la patience condescendante de quelqu'un
qui explique l'évident à un enfant. Je parle de trahison émotionnelle, et selon les normes légales, cela peut suffire pour prouver que le testament a été influencé par la culpabilité ou le chantage émotionnel. Jules serra mon bras plus fort, un geste protecteur qui n'échappa pas à Christophe. Mon fils observa ce mouvement avec l'attention d'un faucon repérant sa proie. Intéressant comme le docteur se sent à l'aise pour vous consoler de façon si intime, commenta-t-il avec un sourire venimeux, presque comme si c'était un droit acquis au fil de nombreuses années de proche amitié. Ça suffit, explosai-je, sentant la colère surpasser la peur. Vous apparaissez ici après 15 ans d'absence, aux funérailles de votre propre père, et vous avez l'audace de m'accuser de choses horribles. Vous, qui avez abandonné votre famille parce que vous aviez honte de nous. J'avais honte d'avoir des parents qui travaillaient dans les champs, dit-il sans montrer aucun remords. J'étais adolescent, mère. Je voulais une vie différente, plus sophistiquée. Et je l'ai eue. Aujourd'hui, je possède une entreprise de conseil aux entreprises à São Paulo. J'ai un appartement à Villa Madalena, une voiture importée. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Tout obtenu, sauf une famille, répliquai-je avec amertume. Votre père est mort en vous attendant, Christophe. Il est mort en appelant votre nom. Pour la première fois depuis son arrivée, je vis une ombre d'émotion passer dans les yeux de Christophe. Mais ce ne fut qu'un éclair, rapidement remplacé par sa froideur habituelle. Le sentimentalisme ne résoudra pas les questions pratiques, mère, dit-il, se reprenant. Ce qui est fait. Maintenant, nous devons faire face à la réalité actuelle. Et la réalité est que j'ai des droits légaux sur le patrimoine familial. Vous n'avez aucun droit, dis-je fermement. Votre père m'a tout laissé dans un testament dûment enregistré. La ferme, la maison de plage, les comptes bancaires, tout. Vous avez abandonné cette famille il y a 15 ans, vous vous souvenez? Christophe haussa les épaules, comme si cette information n'était qu'un petit obstacle technique. Les testaments peuvent être contestés, particulièrement quand il y a des circonstances douteuses impliquées. Il regarda significativement Jules, qui restait silencieux à mes côtés, mais dont je pouvais sentir la tension croître à chaque seconde. « Et quelles seraient ces circonstances ?» demandai-je, bien que redoutant la réponse. « Eh bien, voyons, » dit Christophe, prenant le ton d'un procureur présentant des preuves. « Nous avons une veuve de 68 ans qui apparaît soudainement aux funérailles de son mari, accompagnée d'un homme plus âgé, qui la traite avec une intimité suspecte. Un homme qui, par coïncidence, était le médecin de famille et qui, selon mes souvenirs d'enfance, entretenait des conversations très particulières avec ma mère. « Vos insinuations sont répugnantes, » dit Jules, parlant pour la première fois depuis plusieurs minutes. « Votre mère est une femme honorable qui vient de perdre son mari. Comment pouvez-vous la soumettre à ce type de torture émotionnelle ?» Christophe se tourna vers lui avec un intérêt renouvelé. « Torture émotionnelle ? Quel mot intéressant, docteur. Presque comme si vous vous sentiez personnellement responsable de sa douleur. » Le piège se tissait avec une habileté qui m'effrayait. Christophe avait appris à manipuler les situations et les personnes avec la même froideur qu'il utilisait probablement dans ses affaires. Chacun de nos mots était utilisé contre nous, chaque geste interprété comme la preuve d'une quelconque conspiration imaginaire. « Docteur Florent se sent responsable parce que c'est un homme décent, dis-je, essayant de détourner le focus de la conversation. Quelque chose que vous ne comprenez visiblement pas. »« La adécence », répéta Christophe, comme si le mot avait un goût amer. Quel concept intéressant venant d'une femme qui a peut-être entretenu pendant des années une relation émotionnelle avec un autre homme pendant qu'elle était mariée. « C'est un mensonge !» criai-je, sentant des larmes de colère brûler mes yeux. « J'ai aimé votre père de toute mon âme. Je lui ai été fidèle en pensée, en parole et en acte pendant 47 ans de mariage. »« Alors expliquez-moi pourquoi docteur Florent est ici, » dit Christophe avec un calme mortel. « Expliquez pourquoi il vous traite avec tant d'intimité.
Expliquez pourquoi il semble connaître vos sentiments mieux qu'un simple médecin de famille ne le devrait. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je n'entendais que le bruit lointain de la circulation et le bruissement des feuilles mouillées agitées par le vent. Jules restait tendu à mes côtés et je savais que nous marchions sur un terrain dangereux. « Je n'ai rien à t'expliquer, dis-je, finalement. Tu as perdu le droit de questionner ma vie quand tu as abandonné cette famille. » Christophe sourit, un sourire triomphant qui me glaça le sang. « En fait, mère, en tant qu'héritier légal de mon père, j'ai tous les droits de questionner tout ce qui pourrait affecter la distribution des biens. Et si je parviens à prouver qu'il y a quelque chose d'inapproprié dans votre amitié avec Dr Florent, je peux utiliser cela pour contester le testament. » « Tu ne peux rien prouver, dis-je, mais ma voix était moins assurée que je ne l'aurais voulu. »« Vraiment ?» Christophe sortit son téléphone de sa poche et le brandit comme une arme. « Nous vivons à l'ère numérique, mère. Relevés téléphoniques, messages, dossiers médicaux. Tout peut être enquêté. Et je suis sûr qu'en engageant les bons enquêteurs, je trouverai suffisamment de preuves pour au moins soulever des doutes sur la légitimité du testament. » Jules perdit enfin patience. Sa voix était chargée d'une autorité que je n'avais jamais entendue auparavant, comme si des années de retenue explosaient enfin. « Ça suffit, dit-il, faisant un pas en avant et affrontant Christophe du regard. « Tu es une honte pour la mémoire de ton père. Sébastien Thierry était un homme bon, travailleur, honnête, qui t'a aimé inconditionnellement malgré tous tes défauts, et tu apparais ici, le jour de ses funérailles, pour faire chanter ta propre mère. » Christophe recula légèrement, surpris par l'intensité de la réaction de Jules. Mais il se reprit rapidement, un sourire calculateur revenant sur ses lèvres. « Comme c'est intéressant, docteur, » dit-il lentement. « Vous parlez de mon père avec une intimité impressionnante, presque comme si vous le connaissiez très bien, très, très bien. » Il y avait quelque chose dans la voix de Christophe qui me fit comprendre que nous approchions d'un précipice. Mon fils avait découvert quelque chose, ou du moins soupçonné quelque chose qui pourrait détruire tout ce que j'avais soigneusement construit au fil des ans. Jules resta immobile, mais je pouvais voir une veine palpiter sur sa tempe. Ses yeux rencontrèrent les miens un instant, et dans ce regard, je vis des décennies de secrets gardés, de sentiments réprimés, de vérités jamais dites. « Nous connaissions tous Sébastien Thierry, » dit Jules prudemment. « Il était impossible de ne pas le respecter. » « Le respecter, oui, » acquiesça Christophe, sa voix prenant un ton dangereusement doux. « Mais il y avait quelque chose d'autre, n'est-ce pas, docteur? Quelque chose que vous deux avez gardé secret pendant toutes ces années. » Le cimetière autour de nous semblait être devenu encore plus silencieux, comme si même les oiseaux attendaient d'entendre la suite. Je sentais que nous étions au centre d'une tempête sur le point d'éclater, et il n'y avait nulle part où se cacher. Je sus que Christophe avait découvert quelque chose de terrible quand je vis ses yeux se plisser tandis qu'il étudiait Jules avec une intensité qui me glaça le sang. Mon fils avait toujours été trop observateur pour son propre bien, et maintenant, à 42 ans, il avait développé la capacité de lire entre les lignes avec la précision d'un chirurgien. « Vous deux avez gardé un secret, » répéta-t-il, savourant chaque mot comme un vin rare. Mais quel secret serait-ce, docteur? Quel secret serait si important que vous l'ayez gardé pendant des décennies? Jules restait immobile à mes côtés, mais je pouvais sentir la tension irradier de lui comme la chaleur d'une fournaise. Sa main serra mon bras plus fort, un geste qui n'échappa pas aux yeux attentifs de Christophe. « Il n'y a aucun secret, » dis-je, essayant de garder une voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. Dr Florent a été le médecin de notre famille pendant de nombreuses années. Il était naturel que nous ayons une relation de confiance. Christophe rit, un son sec qui résonna entre les pierres tombales mouillées par la pluie fine qui tombait encore. « Confiance » répéta-t-il. «
comme si le mot était une plaisanterie privée. Quel mot intéressant, mère, parce que je me souviens de bien plus que de la simple confiance. Il recommença à marcher autour de nous, ses chaussures italiennes en cuir faisant un bruit étouffé sur la terre humide. Chaque pas semblait calculé pour augmenter notre anxiété, comme un prédateur encerclant ses proies avant l'attaque finale. Je me souviens, poursuivit Christophe d'une voix dangereusement calme, comme vous étiez différente quand le docteur Florent venait faire ses visites médicales. Comme vous vous apprêtiez avec plus de soin, comme vous choisissiez vos plus beaux vêtements, comme vous vous coiffiez d'une façon particulière. Ma bouche devint sèche. C'est ridicule. Je m'apprêtais toujours bien quand je recevais des visites, peu importe qui. Non, mère, dit Christophe, s'arrêtant juste devant moi. Ce n'était pas pareil. Il y avait quelque chose de différent dans votre façon de vous comporter avec lui. Quelque chose que même un enfant pouvait percevoir. Jules fit un pas en avant, sa voix prenant un ton d'avertissement. « Jeune homme, vous faites des accusations très graves basées sur des impressions d'enfance. Vos souvenirs peuvent être déformés par le temps. »« Mes souvenirs sont cristallins, docteur, » répliqua Christophe avec un sourire glacial. « Et plus j'y pense, plus les pièces du puzzle s'assemblent. Par exemple, je me souviens comme mon père devenait silencieux et pensif après vos visites, comme il regardait ma mère d'une façon différente. J'eus l'impression que le monde tournait autour de moi. Sébastien Thierry avait toujours été un homme perspicace, sensible, capable de percevoir des nuances que d'autres ne remarquaient pas. S'il avait remarqué quelque chose, ton père n'a jamais rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire, affirmai-je avec toute la conviction que je pus rassembler. Il avait une confiance totale en moi. Il avait confiance ou il savait qu'il n'avait pas le choix, demanda Christophe avec une cruauté qui me transperça comme une lame. Parce que je me souviens aussi de comment il était quand vous receviez certains appels téléphoniques, comment il sortait de la maison et ne revenait que des heures plus tard, les yeux rouges. Les larmes commencèrent à me brûler les yeux. Sébastien Thierry avait souffert en silence, portant un fardeau dont je n'avais jamais imaginé qu'il était conscient. La culpabilité m'a frappé comme une avalanche, écrasante et implacable. « Tu inventes des histoires, dis-je, mais ma voix sortit faible, sans conviction. Ton père était un homme heureux, épanoui. »« Vraiment ?» Christophe inclina la tête, comme un chien flairant une piste. Alors pourquoi buvait-il seul dans le hangar parfois? Pourquoi le trouvais-je là, assis dans le noir, avec une bouteille de cachaça et ce regard perdu? Jules ne put plus se contenir. Sa voix explosa, chargée d'une douleur réprimée depuis des décennies. « Arrêtez ça! Vous n'avez pas le droit de torturer votre mère de cette façon. » « Torturer ?» Christophe se tourna vers lui avec un intérêt renouvelé. « Quel mot fort, docteur, presque comme si vous vous sentiez personnellement responsable de sa douleur. Ou peut-être de la douleur de mon père aussi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais seulement entendre le bruit de la pluie frappant les feuilles des arbres et le bruit distant de la circulation sur l'avenue. Jules restait tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. « Le docteur Florent se sent responsable parce que c'est un homme décent, répétai-je, mais les mots sonnèrent, creux même à mes propres oreilles. Christophe sourit, un sourire triomphant qui me glaça le sang. « Décent », savoura-t-il le mot. Quel concept intéressant. Mon père aurait-il trouvé décente la façon dont vous vous regardiez tous les deux? Comment oses-tu? Explosai-je, sentant la colère surpasser la peur. Ton père est mort il y a à peine 3 jours, et tu viens ici faire ces horribles insinuations. J'ose parce que j'ai des droits, dit Christophe froidement. Des droits que vous avez peut-être essayé de me nier avec vos circonstances spéciales. Jules perdit finalement complètement patience. Sa voix sortit chargée d'une autorité que je n'avais jamais entendue auparavant, comme si des années de retenue explosaient enfin. « Ça suffit. Vous êtes une honte pour la mémoire de votre père. » Christophe recula légèrement, surpris par l'intensité de la réaction,
mais se reprit rapidement. Une honte? Ou simplement quelqu'un qui a enfin découvert la vérité? Quelle vérité? Demandai-je, bien que j'eusse peur de la réponse. Mon fils me regarda directement, ses yeux brillants d'un mélange de triomphe et de quelque chose qui ressemblait presque à une satisfaction cruelle. La vérité sur pourquoi le docteur Florent s'est toujours senti si responsable de notre famille, pourquoi il n'a jamais fait payer les consultations médicales, pourquoi il était toujours disponible quand nous en avions besoin, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mon cœur commença à battre si fort que je craignis qu'il puisse l'entendre. C'était un bon médecin, dévoué à ses patients. Vraiment? Christophe rit de nouveau. Ou y avait-il des raisons plus personnelles à tant de dévouement? Jules fit un autre pas en avant, se plaçant partiellement entre moi et Christophe. Vos insinuations sont méprisables. Votre mère vient de perdre son mari et vous la soumettez à cet interrogatoire cruel. Cruel? Christophe inclina la tête. Ou simplement nécessaire. Parce que voyez-vous, docteur, j'ai besoin de comprendre exactement quelle est la nature de votre relation avec ma mère avant de décider comment procéder concernant l'héritage. Cet héritage n'a rien à voir avec le docteur Florent, dis-je fermement. Votre père m'a tout légué dans un testament légal et enregistré. Ah, mais il a tout à voir, répliqua Christophe avec un sourire venimeux, car si je parviens à prouver que vous entreteniez une relation inappropriée pendant le mariage de mes parents, je peux contester que le testament ait été fait sous influence émotionnelle, voire sous chantage. C'est ridicule, criai-je. Je n'ai jamais fait chanter votre père. Je ne l'ai jamais manipulé. Vraiment? Christophe sortit son portable de sa poche et le brandit comme une arme chargée. Alors expliquez-moi pourquoi, dans les derniers me relevés téléphoniques que j'ai pu obtenir, il y avait des appels presque quotidiens entre cette maison et le cabinet du docteur Florent dans les mois précédant la mort de mon père. Mon sang se glaça. Sébastien Thierry était tombé très malade ces derniers mois, nécessitant des soins médicaux constants. Bien sûr que j'appelais fréquemment Jules. Mon mari était malade, expliquai-je, avec la patience qu'on réserve à un enfant têtu. Il était normal que j'aie maintenu un contact fréquent avec son médecin. Naturel, oui, acquiesça Christophe, mais pas si naturel que ces appels durent parfois plus d'1 heure. Quel type de consultation médicale par téléphone dure 1 heure, maman? Je me sentis piégée. Les longs appels existaient, oui, mais ils ne concernaient pas que la médecine. C'étaient des conversations de soutien, de réconfort, de partage de la douleur de voir Sébastien Thierry dépérir. Jules avait été mon port d'attache pendant ces mois terribles. Nous parlions des soins nécessaires, dis-je faiblement. C'était un traitement complexe. J'en suis certain, dit Christophe avec sarcasme. Si complexe qu'il nécessitait des conversations intimes et prolongées, si complexe que vous avez développé cette proximité spéciale que je peux voir ici aujourd'hui. Il fit un geste vers le bras de Jules, qui tenait toujours le mien avec une fermeté protectrice. Et maintenant, poursuivit Christophe, sa voix prenant un ton dangereusement doux, maintenant que mon père n'est plus là pour compliquer les choses, vous pouvez enfin être ensemble, comme c'est pratique. Vous êtes méprisable, dit Jules, d'une voix chargée de dégoût. Comment pouvez-vous parler ainsi de votre propre mère? Christophe se tourna vers lui avec des yeux brillants de malice. Et vous, docteur? Comment pouvez-vous feindre l'innocence alors que vous profitez clairement de la vulnérabilité d'une veuve récente? Je ne profite de rien, explosa Jules. Je suis ici parce que Xavier Ophélie est une personne importante pour moi, quelqu'un qui mérite respect et protection. Importante, répéta Christophe, savourant le mot. Quel choix de mots intéressant. Pas une patiente, pas une connaissance, importante. Le silence qui suivit était chargé d'une tension presque palpable. Je pouvais sentir que nous approchions d'un point de non-retour,
d'une révélation qui changerait tout à jamais. Christophe étudia nos visages avec l'attention d'un scientifique observant des spécimens en laboratoire. Ses yeux se déplaçaient entre moi et Jules, captant chaque micro-expression, chaque geste révélateur. « Vous savez quoi ?» dit-il finalement, sa voix prenant un ton presque conversationnel. « J'ai toujours trouvé étrange, comme vous vous ressembliez tous les deux. Pas physiquement, mais dans les gestes, les manières. Je pensais que c'était une coïncidence. Mais maintenant... » Mon cœur s'arrêta un instant. Christophe avait-il remarqué des similitudes entre lui et Jules? Des similitudes que j'avais toujours craint que quelqu'un puisse remarquer? « Maintenant quoi ?» demandai-je, bien que je ne veuille pas entendre la réponse. Christophe sourit, un sourire lent et calculateur qui me fit trembler jusqu'aux os. Maintenant je commence à comprendre pourquoi le docteur Florent s'est toujours senti si paternel envers moi. Je sentis le monde s'écrouler autour de moi quand ces mots sortirent de la bouche de mon fils. Pendant 42 ans, j'avais gardé ce secret comme le plus précieux des trésors et en même temps la plus lourde des malédictions. Jules resta immobile à mes côtés, mais je pus sentir sa respiration devenir plus superficielle, plus rapide. « Qu'insinuez-vous » demandai-je, bien que je sache exactement ce qu'il insinuait. Ma voix sortit tremblante, révélant la panique que j'essayais désespérément de cacher. Christophe continua de nous observer avec ce sourire cruel qui me rappelait tant le garçon têtu qu'il avait été, mais multiplié maintenant par des décennies de ressentiment et d'ambition. J'insinue que j'ai peut-être enfin découvert pourquoi le docteur Florent s'est toujours tant intéressé au bien-être de notre famille, dit-il, savourant chaque mot comme un vin précieux. Jules retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît rauque et chargée d'une tension que je n'avais jamais entendue auparavant. « Vous délirez, Christophe. Ces accusations sont absurdes et malsaines. » « Vraiment ?» Mon fils inclina la tête, comme un détective qui venait de trouver l'indice crucial. « Alors expliquez-moi pourquoi vous saviez toujours exactement quand j'étais malade, même avant que ma mère n'appelle. Expliquez-moi pourquoi vous apparaissiez parfois à la maison juste pour vérifier comment j'allais, sans que personne n'ait sollicité votre visite. » Je me souvenais de ces occasions. Jules avait une intuition presque surnaturelle quand il s'agissait de Christophe. Combien de fois n'était-il pas apparu à notre porte, précisément quand le petit avait de la fièvre ou s'était blessé en jouant. Sébastien Thierry plaisantait toujours en disant que Jules devait avoir un 6e sens pour ces choses-là. J'étais le médecin de famille, répondit Jules avec une fermeté qui ne correspondait pas à la tension que je pouvais sentir émaner de lui. C'était mon devoir professionnel d'être attentif au bien-être de vous tous. Christophe rit, un son sec qui résonna entre les pierres tombales mouillées. Devoir professionnel, répéta-t-il, comme si ces mots étaient une mauvaise blague. Quel devoir professionnel vous faisait apparaître à mes anniversaires avec des cadeaux trop chers pour un simple médecin de famille? Quel devoir professionnel vous faisait avoir les yeux embués quand j'ai obtenu mon baccalauréat? Mon cœur se serra à ces souvenirs. Jules avait toujours été généreux avec Christophe, plus que n'importe quel médecin ne le serait avec le fils de patient. Et oui, j'avais remarqué comme il était ému dans les moments importants de la vie du petit, comme si chaque réussite de Christophe était aussi la sienne. J'ai toujours été généreux avec les enfants sous mes soins, dit Jules. Mais sa voix perdait sa conviction initiale. Les enfants, murmura Christophe, secouant lentement la tête. Au pluriel, intéressant. Parce que j'ai fait quelques recherches, docteur. J'ai parlé avec d'autres familles qui ont été vos patients au fil des années. Et vous savez ce que j'ai découvert? Je sentis ma respiration devenir superficielle. Qu'est-ce que Christophe avait découvert? Quelles autres familles avait-il contactées? Vous n'avez jamais montré ce genre d'intérêt spécial pour aucun autre enfant, poursuivit mon fils, sa voix prenant un ton triomphant. Vous n'êtes jamais apparu sans être appelé dans aucune autre maison. Vous n'avez jamais offert de cadeaux coûteux
à aucun autre jeune patient. C'était seulement avec moi, n'est-ce pas? Jules ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Je pouvais voir le désespoir grandir dans ses yeux, la même sensation d'être acculé que j'étais en train d'éprouver. « Et il y a plus », dit Christophe, sortant son portable de sa poche à nouveau. « J'ai aussi fait quelques vérifications sur des dates très intéressantes. » Ma bouche devint complètement sèche. Quelle date avait-il vérifié? Par exemple, poursuivit mon fils, faisant glisser son doigt sur l'écran de l'appareil. Je suis né le 15 septembre 1981. Cela signifie que j'ai été conçu vers la fin décembre 1980 ou début janvier 1981. Je fermai les yeux, sachant exactement où ce raisonnement menait. Et il se trouve que j'ai une très bonne mémoire pour les détails, dit Christophe avec ce sourire venimeux. Je me souviens que ma mère a mentionné, il y a des années, que mon père avait dû se rendre à São Paulo fin décembre 1980 pour régler des problèmes liés à la vente d'une récolte. Il était resté absent presque 3 semaines. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je ne pouvais entendre que le bruit de la pluie sur les feuilles et les battements incontrôlés de mon propre cœur. 3 semaines, répéta Christophe, savourant le moment. 3 semaines pendant lesquelles ma mère est restée seule à la maison. 3 semaines pendant lesquelles, curieusement, le docteur Florent a fait plusieurs visites médicales inutiles pour vérifier si tout allait bien. Jules fit un pas en avant, sa voix explosant chargée d'une douleur qui avait été réprimée pendant des décennies. « Arrêtez ça, vous n'avez pas le droit de détruire la mémoire de votre père de cette façon. » De mon père? Christophe inclina la tête, comme un prédateur qui venait de détecter une faiblesse chez sa proie. « Quel père, docteur? L'homme qui m'a élevé ou l'homme qui m'a engendré? » Je ne pus plus me contenir. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, emportant avec elles 42 ans de secrets, de culpabilité et de peur. « Arrête, murmurai-je, ma voix sortant brisée. « S'il te plaît, arrête !» Mais Christophe ne s'arrêta pas. Ses yeux brillaient d'un mélange de triomphe et de cruauté qui me faisait trembler. « Maintenant je comprends tout, » dit-il, sa voix prenant un ton presque révérencieux, comme s'il avait une révélation divine. « Je comprends pourquoi vous vous êtes toujours senti responsable de moi, pourquoi vous avez toujours été présent dans les moments importants de ma vie, pourquoi vous étiez ému quand j'accomplissais quelque chose. » Jules resta silencieux, mais je pus voir des larmes commencer à se former dans ses yeux. 42 ans de paternité cachée, d'amour réprimé, de fierté qui ne pouvait pas être exprimée ouvertement. « Et je comprends aussi, » continua Christophe, s'adressant maintenant à moi, « pourquoi ma mère a toujours tant défendu le docteur Florent. Pourquoi elle a toujours insisté sur le fait qu'il était un homme intègre, honorable, quand n'importe qui avec un minimum de bon sens pouvait voir qu'il y avait quelque chose de plus entre vous. Je me sentais complètement exposé, comme si Christophe avait arraché toutes les couches de protection que j'avais construites au fil des années. « Ton père, commençai-je, en faisant référence à Sébastien Thierry. Ton père savait ?» La question sortit avant que je puisse me contrôler, et je regrettais immédiatement de l'avoir posée. Christophe sourit, un sourire lent et calculateur. « Ah, c'est la question à 1 million d'euros, n'est-ce pas? Papa savait-il qu'il élevait le fils d'un autre homme? » Il recommença à marcher autour de nous, ses pas calculés créant une tension presque insupportable. « Je crois que oui, » dit-il finalement. « Je crois qu'il l'a toujours su, ou du moins qu'il s'en doutait. Cela expliquerait beaucoup de choses sur son comportement au fil des années. » Mon cœur se serra d'une douleur physique. Sébastien Thierry avait porté ce fardeau seul, sans jamais me confronter, sans jamais me faire payer ma trahison. Cela expliquerait pourquoi il n'a jamais voulu d'autres enfants, poursuivit Christophe avec une cruauté clinique. Pourquoi il me regardait parfois d'une façon étrange, comme s'il essayait de trouver des ressemblances qui n'apparaissaient jamais. Pourquoi il devenait si silencieux
quand le docteur Florent venait faire ses visites. Jules explosa enfin, sa voix chargée d'une angoisse qui me brisait le cœur. Sébastien Thierry était un homme bon, un homme qui t'a aimé comme son vrai fils. Comment peux-tu déshonorer sa mémoire de cette façon? Déshonorer. Christophe se tourna vers lui avec des yeux flamboyants. Ou enfin appeler un chat, enfin arrêter de prétendre que notre famille était normale, alors que nous savions tous que quelque chose n'allait pas. Je me souviens de toutes les fois où Sébastien Thierry était resté silencieux et pensif après les visites de Jules, de la façon dont il me regardait parfois avec une tristesse que je ne pouvais expliquer, de la façon dont il buvait seul dans la grange parfois, avec ce regard perdu que Christophe avait mentionné. Il savait, murmurai-je, plus pour moi-même que pour eux. Mon Dieu, il a toujours su. Christophe acquiesça, comme si j'avais enfin admis quelque chose qu'il avait conclu depuis longtemps. Et pourtant, il m'a élevé. Pourtant, il m'a donné son nom, son héritage, son amour. Cela fait-il de lui un saint ou un imbécile? Cela fait de lui un homme meilleur que tu ne le seras jamais, dit Jules d'une voix chargée de mépris. Mon fils rit à nouveau, ce son sec et cruel qui commençait à me donner la nausée. Meilleur que moi? Ou simplement plus disposé à se conformer à la situation? Parce que moi, contrairement à lui, je n'ai pas l'intention de faire semblant de ne pas connaître la vérité. Il s'arrêta juste devant moi, ses yeux froids m'étudiant, comme si j'étais un spécimen intéressant. Maintenant, je comprends pourquoi vous étiez si nerveux tous les deux quand je suis apparu ici aujourd'hui. Ce n'était pas seulement parce que je réclamais mon héritage. C'était parce que vous saviez que je pourrais découvrir la vérité sur notre famille. Je secouai la tête, essayant de nier ce qui devenait indéniable. Christophe, tu construis une théorie basée sur des suppositions et des coïncidences. Des suppositions? Il rit. Maman, j'ai 42 ans. Je ne suis plus ce garçon naïf que vous pouviez tromper. Je sais reconnaître la vérité quand elle est juste devant moi. Il fit un geste en direction de Jules, qui restait tendu et pâle à côté de moi. Il suffit de nous regarder tous les deux. Les mêmes mains, les mêmes gestes quand nous sommes nerveux, la même façon d'incliner la tête quand nous réfléchissons. Comment ai-je pu ne pas le remarquer avant? Je regardai Jules, puis Christophe, et pour la première fois en 42 ans, je me permis de voir les ressemblances que j'avais toujours niées. Les mains longues et élégantes, la façon dont ils fronçaient tous les deux les sourcils quand ils étaient concentrés, leur manière particulière de sourire quand ils étaient satisfaits de quelque chose. Les ressemblances ne prouvent rien, dis-je faiblement. Mais même moi, je ne croyais plus à ces mots. Christophe secoua la tête, comme un professeur déçu par un élève lent. « Maman, s'il te plaît, ne m'insulte pas en faisant semblant que nous pouvons encore maintenir cette farce. Nous savons tous les trois exactement quelle est la vérité ici. » Je sentis le poids des mots de Christophe comme des coups physiques, chacun d'eux détruisant un peu plus la vie que j'avais construite avec tant de soin. Jules resta à mes côtés, mais je pouvais sentir qu'il s'éloignait émotionnellement, comme s'il se préparait à une bataille qu'il savait ne pas pouvoir gagner. « Tu ne comprends rien, murmurai-je, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. Tu ne comprends pas la complexité de la situation, les circonstances qui ont mené à tout cela. » Christophe rit à nouveau, ce son qui commençait à me rendre physiquement malade. « La complexité? Maman, s'il te plaît, tu as trompé mon père avec le médecin de famille et je suis le résultat de cette trahison. Quelle complexité y a-t-il là-dedans? » La brutalité de ces mots m'a fait chanceler et Jules a instinctivement tendu le bras pour me soutenir. Ce geste simple n'a pas échappé à Christophe, qui a observé l'interaction avec un intérêt renouvelé. « Regardez donc, dit-il avec un sourire venimeux. Vous prenez encore soin d'elle, docteur. Vous vous sentez toujours responsable du bien-être de la femme que vous avez compromise il y a 43 ans. Arrêtez ça, dit Jules.
sa voix prenant enfin le ton d'autorité que je reconnaissais de ces années de médecin. « Vous êtes balèze d'être blessé, vous êtes en deuil, et vous dirigez votre colère vers les mauvaises personnes. » Les mauvaises personnes? Christophe inclina la tête, comme il le faisait toujours quand il analysait quelque chose. « Alors dites-moi, docteur, qui sont les bonnes personnes? Mon père mort, qui a passé 42 ans à élever le fils d'un autre homme sans jamais dire un mot. Ou vous deux, qui avez construit un mensonge qui a duré des décennies. » Je fermai les yeux, essayant de trouver la force de poursuivre cette conversation qui me détruisait de l'intérieur. Quand je les rouvris, je vis que Christophe m'observait avec une expression qui mêlait curiosité et ce qui ressemblait presque à de la pitié. « Vous savez ce qui m'intrigue le plus, maman ?» demanda-t-il, sa voix prenant un ton plus doux, presque conversationnel. « C'est comment vous avez réussi à garder ça secret pendant si longtemps. Comment vous avez réussi à prétendre que vous n'étiez que médecin et patiente, alors qu'en réalité vous étiez... Quoi exactement? Amant? Amoureux secret? » « Nous n'avons jamais été rien de tout cela, explosai-je, ma propre voix me surprenant par son intensité. Ce qui s'est passé entre nous était un moment de faiblesse, une erreur que nous avons portée avec culpabilité le reste de nos vies. Jules me lança un regard chargé de douleur, et je réalisais que mes mots avaient blessé quelque chose de profond en lui. Mais c'était la vérité, n'est-ce pas? Ou du moins c'était la version de la vérité que je m'étais forcé à croire toutes ces années. « Un moment de faiblesse », répéta Christophe, savourant les mots. « Comme c'est pratique. Et ce moment de faiblesse a duré exactement combien de temps? Une nuit? Une semaine? Les 3 mois où papa était absent. » Je sentis mon visage rougir de honte et de colère. « Comment osez-vous parler ainsi? Comment osez-vous réduire tout à ces termes sordides? » « Sordides ?» Mon fils rit, mais cette fois le son avait une qualité différente, plus amère. « Maman, je suis le produit de ces termes sordides. Je suis la preuve vivante que votre vie parfaite d'épouse dévouée était une farce. » Jules fit un pas en avant, se plaçant partiellement entre moi et Christophe. « Ça suffit, » dit-il avec une fermeté qui n'admettait aucune discussion. « Votre mère a suffisamment souffert aujourd'hui. Si vous avez des questions pour moi, réglons-les entre hommes. » Christophe sourit, et pour la première fois depuis son arrivée, son sourire semblait sincère. « Entre hommes, répéta-t-il. Que ce choix de mots est intéressant, docteur, parce que maintenant nous sommes vraiment... Quoi? Père et fils? 2 hommes qui partagent de l'ADN, mais n'ont jamais partagé une vie? Nous ne savons pas si nous partageons de l'ADN, dit Jules. Mais sa voix perdait de sa conviction. Ce ne sont que vos spéculations, basées sur des coïncidences et des ressentiments. Vraiment? Christophe sortit son téléphone de sa poche à nouveau et mon cœur s'emballa. Parce que j'ai déjà prévu un moyen de le découvrir avec une certitude absolue. Il montra l'écran de l'appareil, où je pus voir le site d'une entreprise de tests de paternité. « Test ADN », dit-il avec satisfaction. « Résultat en 72 heures, précision de 99,9%. » Jules devint pâle comme un linge. « Vous ne pouvez pas nous forcer à faire ça. »« Je ne peux pas. » Christophe inclina la tête à nouveau, ce geste que je reconnaissais maintenant comme héritage génétique. « En fait, docteur, je peux. Parce que si vous refusez de faire le test, je vais supposer que vous avez quelque chose à cacher, et j'agirai en conséquence. »« Agir comment ?» demandai-je, bien que j'aie peur de la réponse. Mon fils rangea son téléphone dans sa poche et me regarda directement. « Je vais contester le testament de papa. Je vais argumenter qu'il a été fait sous de fausses prémices, qu'il n'avait pas une connaissance complète des faits quand il a décidé de me déshériter. » Mon sang se glaça. « Tu ne peux pas faire ça. Ton père était parfaitement sain d'esprit quand il a fait le testament. » L'était-il vraiment?
Christophe sourit à nouveau. Ou était-il trompé par sa femme et son meilleur ami depuis plus de 4 décennies? Parce que voyez-vous, maman, si je suis vraiment le fils du docteur Florent, ça change tout, n'est-ce pas? Jules secoua vigoureusement la tête. Ça ne change rien. Sébastien Thierry t'a élevé comme son fils. Il t'a aimé comme son fils. Génétiquement ou non, tu étais son fils dans tous les sens qui importent. Dans tous les sens qui vous importent, corrigea Christophe. Mais peut-être pas dans tous les sens qui importent pour la loi. Surtout quand il s'agit d'héritage et de droits successoraux. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Christophe avait raison, et nous le savions tous les trois. S'il était prouvé que Sébastien Thierry avait été trompé sur la paternité de Christophe, cela pourrait effectivement affecter la validité de ses dispositions testamentaires. « Que veux-tu » ai-je demandé, ma voix sortant comme un murmure vaincu. Christophe s'est approché d'une pierre tombale proche et s'y est appuyé, comme s'il faisait une présentation décontractée. « Ce que j'ai toujours voulu, maman, ce qui me revient de droit. La ferme, la maison de plage, les comptes bancaires, tout. » « Et en échange ?» a demandé Jules, sa voix chargée de résignation. « En échange, je garde notre petit secret de famille bien gardé, » a répondu Christophe avec un sourire. Personne n'a besoin de savoir que le respectable docteur Jules Florent a eu une liaison avec une patiente mariée. Personne n'a besoin de savoir que le Saint Sébastien Thierry Santos a élevé le fils de son meilleur ami sans le savoir. Je me suis senti complètement vaincu. 42 ans de secret, de culpabilité, de peur, et maintenant tout cela était utilisé comme une arme contre moi par le fils même que j'avais essayé de protéger. « Tu nous fais du chantage » ai-je dit, la réalisation me frappant comme un coup dans l'estomac. « Je négocie » a corrigé Christophe. « Il y a une différence subtile mais importante. Vous avez quelque chose que je veux, et j'ai quelque chose que vous voulez garder caché. C'est un échange équitable. » Jules s'est tourné vers moi, ses yeux remplis d'une douleur que je n'avais jamais vue auparavant. « Ophélie, » a-t-il dit doucement, « peut-être est-il temps de dire la vérité. » La vérité? J'ai ri, mais c'était un son sans humour. Quelle vérité, Jules? Que j'ai trahi mon mari, que tu as trahi la confiance de ton meilleur ami, que nous avons tous les deux construit un mensonge qui a duré des décennies. La vérité que Sébastien Thierry a toujours su, a dit Jules, ces mots tombant comme des bombes dans le silence du cimetière. Christophe a cessé de sourire pour la première fois depuis son arrivée. Quoi? Ton père a toujours su, a répété Jules, me regardant directement. Il m'a confronté 3 mois après ta naissance. Il a dit qu'il suffisait de te regarder pour savoir que tu n'étais pas son fils. J'ai senti le monde s'écrouler complètement autour de moi. Il ne m'a jamais rien dit. Parce qu'il m'a fait promettre de ne jamais te le dire, a dit Jules, des larmes commençant à couler sur son visage. Il a dit que tu souffrais déjà assez de la culpabilité et qu'il ne voulait pas détruire notre famille à cause d'une erreur. Christophe nous regardait tous les deux comme si nous parlions une langue étrangère. Il savait vraiment. Jules a lentement acquiescé. Il savait, et pourtant, il a choisi de t'aimer comme un fils. Il a choisi de pardonner à ta mère. Il a choisi de maintenir notre amitié, parce qu'il était un homme meilleur que ce que nous méritions. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Il était lourd, chargé de révélations qui changeaient tout ce que nous pensions savoir sur nos vies. J'ai regardé Jules, voyant des larmes couler sur son visage pour la première fois en toutes ces années. La révélation que Sébastien Thierry avait toujours su pour la paternité de Christophe changeait tout ce que je pensais comprendre de ma propre vie. Il savait, ai-je répété, les mots sortant comme un murmure incrédule. Pendant toutes ces années, il savait et ne m'a jamais rien dit. Jules a lentement acquiescé, essuyant ses yeux du revers de la main. Il est venu me voir 3 mois après la naissance de Christophe. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de test ADN, qu'il suffisait de regarder le garçon pour savoir qu'il était mon fils. Christophe restait silencieux,
appuyé contre la pierre tombale. Mais on pouvait voir que toute son arrogance antérieure avait disparu. Il semblait plus petit d'une certaine façon, comme si la révélation avait coupé le vent dans ses voiles. « Et pourtant il m'a élevé », a dit finalement mon fils, sa voix rauque. Même en sachant que je n'étais pas son fils. « Il t'aimait comme si tu l'étais », ai-je répondu, sentant une vague d'émotion me submerger. « Sébastien Thierry t'a aimé depuis le premier jour, Christophe. Il a choisi d'être ton père en sachant exactement ce que cela signifiait. » Jules a fait un pas en avant, regardant directement Christophe. « Ton père m'a dit quelque chose ce jour-là que je n'ai jamais oublié. Il a dit que la paternité n'était pas une question de sang, mais de choix. Et il t'a choisi tous les jours pendant 42 ans. Alors pourquoi m'a-t-il déshérité ?» a demandé Christophe, et pour la première fois depuis son arrivée, j'ai entendu une vraie vulnérabilité dans sa voix. S'il m'aimait tant que ça, pourquoi a-t-il tout laissé à elle? J'ai senti mon cœur se serrer. Cette question m'avait tourmentée depuis que l'avocat avait lu le testament, mais maintenant, avec toutes ces révélations, je commençais à comprendre. Parce que tu l'as abandonné, ai-je dit doucement. Parce que tu as dit que tu avais honte d'avoir des parents qui travaillaient dans les champs. Parce que tu as passé 15 ans sans donner de nouvelles, sans appeler, sans montrer la moindre tendresse ou inquiétude. Christophe baissa la tête, et pendant un instant, il redevint le petit garçon que j'avais élevé. J'étais en colère, murmura-t-il. Je voulais plus de la vie que ce que cette ferme pouvait m'offrir. Et ton père a respecté ton choix, dit Jules. Mais quand il est tombé malade, quand il a réalisé qu'il était mourant, il a attendu. Attendu que tu appelles, que tu viennes, que tu montres un quelconque intérêt à faire la paix. Mais tu n'es jamais venu, ai-je complété, sentant les larmes couler sur mon visage. Il est mort en t'attendant, Christophe. Il est mort en attendant que le fils qu'il avait choisi d'aimer revienne à la maison. Le silence qui suivit était chargé d'une douleur presque palpable. Christophe resta appuyé sur la pierre tombale, ses épaules tremblant légèrement, et je vis qu'il commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Je ne savais pas qu'il était malade, » dit-il finalement, sa voix presque inaudible. « Comment aurais-tu pu le savoir ?» ai-je demandé, sans amertume, juste avec une profonde tristesse. « Tu as coupé tous les ponts avec nous. Tu as changé de téléphone, d'adresse. Tu n'as plus jamais voulu entendre parler de ta famille. » Jules s'approcha de moi, posant doucement sa main sur mon épaule. « Ophélie a essayé de te retrouver plusieurs fois, » dit-il à Christophe. « Surtout ces derniers mois, quand il est devenu évident que Sébastien Thierry n'en avait plus pour longtemps. J'ai engagé un détective privé, ai-je avoué, regardant mon fils. J'ai découvert où tu habitais, où tu travaillais, tout sur ta vie à São Paulo. Mais quand je suis arrivé à ton bureau, ta secrétaire m'a dit que tu avais donné des instructions pour que toute personne portant le nom Santos soit empêchée d'entrer. » Christophe releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de surprise. « Tu es venu à mon bureau ?»« 3 fois, ai-je répondu. La première fois il y a 8 mois, quand ton père a reçu le diagnostic. La deuxième, il y a 5 mois, quand il a commencé la chimiothérapie. La troisième, il y a 2 semaines, quand les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Mon fils devint pâle comme un linge. Je n'en ai jamais rien su. Ma secrétaire ne m'a jamais rien dit. Parce que tu avais donné des instructions comme quoi tu ne voulais rien savoir de ta famille, dit Jules avec une profonde tristesse. Tu as été très clair à ce sujet, d'après ce que Ophélie m'a raconté. Christophe chancela, comme s'il avait reçu un coup dans l'estomac. Mon Dieu, murmura-t-il, il était vraiment en train de mourir et je n'en savais rien. Il a lutté contre la maladie pendant presque 1 an, ai-je dit, ma voix tremblant d'émotion. 1 année entière à attendre que tu viennes, que tu appelles, que tu donnes un signe que tu te souciais encore de nous. Les derniers jours, il parlait constamment de toi, poursuivit Jules. Il demandait si je pensais que tu viendrais,
si peut-être tu avais changé d'avis sur la famille. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Christophe. Et j'étais à Sao Paulo, préoccupé uniquement par mes affaires, sans me douter qu'il souffrait. Il n'a jamais voulu que tu saches qu'il souffrait, ai-je dit doucement. Même à l'hôpital, quand la douleur était insupportable, il me faisait promettre de ne pas essayer de te retrouver. Il disait que si tu voulais venir, tu viendrais de ton propre chef. Mais je ne suis pas venu, murmura Christophe, les mots sortant comme un aveu de culpabilité. Non, ai-je acquiescé. Et maintenant, il est parti, et il n'y a plus de temps pour faire la paix, pour demander pardon, pour dire les choses qui auraient dû être dites il y a longtemps. Jules s'approcha de Christophe, tendant la main comme pour le toucher, mais hésita. « Ton père m'a demandé de te remettre quelque chose, au cas où tu viendrais aux funérailles, » dit-il doucement. Christophe leva les yeux, surpris. « Quoi ?» Jules sortit une enveloppe jaunie de la poche intérieure de sa veste. « Une lettre, » dit-il. Il l'a écrite il y a 3 mois, quand il avait encore la force de tenir un stylo. Mon fils regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. « Je ne sais pas si je peux la lire. »« Tu dois le faire, » ai-je dit fermement. « Tu lui dois bien ça. Tu te le dois à toi-même. » Christophe prit l'enveloppe d'une main tremblante, la tournant plusieurs fois avant de finalement en déchirer le côté. Quand il déplia la lettre, je reconnus immédiatement l'écriture tremblante des derniers mois de Sébastien Thierry. « Lis-la à voix haute, » demanda doucement Jules. « Je pense que nous avons tous besoin de l'entendre. » Christophe s'éclaircit la gorge, ses mains tremblant tandis qu'il tenait le papier. « Mon cher fils, » commença-t-il, et sa voix se brisa immédiatement. Il s'arrêta, respira profondément et essaya à nouveau. « Mon cher fils, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis déjà parti et que tu es enfin rentré à la maison. Je ne sais pas s'il est trop tard pour les mots que j'aurais dû dire il y a longtemps, mais je dois essayer. » Christophe fit une pause, essuyant ses yeux du revers de la main. « J'ai toujours su que tu n'étais pas mon fils biologique. Je l'ai su dès le jour de ta naissance, quand j'ai regardé dans tes yeux et j'ai vu Jules me regarder. Mais je veux que tu saches que cela n'a jamais, pas une seule seconde, changé l'amour que j'ai eu pour toi. Mon cœur s'est serré en écoutant les mots de Sébastien Thierry, lus par le fils qu'il avait aimé inconditionnellement. Tu as été mon fils dans tous les sens qui importent, poursuivit Christophe, sa voix devenant plus ferme. Je t'ai appris à marcher, à faire du vélo, à conduire. J'étais présent à tous tes spectacles scolaires, à tous tes matchs de football. Tu portes mon nom, mes valeurs, mon amour pour la terre. Quand tu as dit que tu avais honte d'avoir des parents qui travaillaient au champ, ça m'a fait plus mal que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Non pas parce que tu méprisais notre travail, mais parce que j'ai réalisé que j'avais échoué à te montrer la dignité et la beauté de ce que nous faisions. Christophe s'arrêta à nouveau, sanglotant ouvertement maintenant. Jules et moi nous sommes rapprochés de lui, formant un cercle intime autour de la lettre. Je t'ai déshérité non par colère, mais par amour, continua mon fils en lisant. Parce que je voulais que tu apprennes la valeur des choses qui comptent vraiment. La famille, la loyauté, le pardon. J'espère qu'un jour tu comprendras que le plus grand héritage que je puisse laisser n'est pas la terre ou l'argent, mais l'exemple de comment aimer inconditionnellement, même quand cet amour n'est pas réciproque. Si tu lis ceci, il est encore temps d'être l'homme que je sais que tu peux être. Prends soin de ta mère, car elle t'aime plus que sa propre vie. Respecte Jules, car c'est un homme honorable qui a porté le poids d'un secret pour protéger notre famille. Et souviens-toi toujours que, indépendamment du sang ou de l'ADN, tu seras éternellement mon fils bien-aimé. Christophe plia soigneusement la lettre, la tenant contre sa poitrine, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Il m'a pardonné », murmura-t-il. « Même après tout ça, il m'a pardonné. »
Il n'a jamais eu rien à pardonner, dis-je doucement. Il t'a simplement aimé. Du premier au dernier jour, il t'a simplement aimé. 2 ans plus tard. J'étais sur la terrasse de la maison de plage à Ubatuba, observant le mouvement doux des vagues tout en prenant mon petit déjeuner. Le soleil de mars créait des reflets dorés sur l'eau et la brise marine apportait cette odeur salée qui m'apaisait toujours. À 70 ans, Jules avait développé l'habitude de se lever tôt pour pêcher, exactement comme Sébastien Thierry le faisait. « Les poissons mordent bien aujourd'hui, dit-il, montant les marches de la terrasse avec une petite boîte d'appât et une canne à pêche dans les mains. Sa peau était plus bronzée après 2 ans à vivre partiellement sur la plage et il semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des décennies. « Tu deviens un aussi bon pêcheur que l'était Sébastien Thierry, répondis-je, lui servant du café dans la tasse qui était devenue sa préférée. Il serait fier de voir comme tu prends soin de tes coins de pêche. Jules sourit, ce sourire doux que j'avais appris à aimer d'une manière complètement nouvelle ces dernières années. Après des décennies à garder nos sentiments, nous pouvions enfin vivre notre affection sans culpabilité ni secret. Ce n'avait pas été facile au début, le poids de 42 ans d'histoire ne disparaît pas du jour au lendemain, mais nous avions trouvé une paix qu'aucun de nous n'imaginait possible. « Christophe a appelé hier soir, dis-je, remuant le sucre dans mon café. Il arrive cet après-midi avec les documents du nouveau partenariat. « Comment va-t-il » demanda Jules, s'asseyant sur la chaise à côté de moi. Ces 2 dernières années, il avait fait un effort sincère pour construire une relation avec le fils qu'il n'avait jamais pu reconnaître officiellement. Mieux, répondis-je honnêtement, beaucoup mieux. La thérapie l'aide, et je pense qu'accepter enfin la vérité surtout a été libérateur pour lui. Christophe avait connu une transformation profonde après ce terrible jour au cimetière. La lettre de Sébastien Thierry avait brisé quelque chose en lui, mais avait aussi planté des graines de changement qui avaient lentement fleuri. Il avait vendu son entreprise à Sao Paulo, était revenu dans la région et gérait maintenant la ferme avec un dévouement qui nous surprenait tous. A-t-il mentionné quelque chose sur les projets d'expansion de l'élevage bovin bio ? Demanda Jules, montrant l'intérêt sincère qu'il avait développé pour les projets de son fils. Oui, et il est très enthousiaste à ce sujet, répondis-je, me rappelant l'excitation dans la voix de Christophe lors de notre conversation téléphonique. Il dit qu'il veut transformer la ferme en un modèle de durabilité pour la région, quelque chose qui honore la mémoire de son père, tout en apportant la prospérité aux familles qui y travaillent. Jules acquiesça, ses yeux brillants de fierté paternelle qu'il pouvait enfin exprimer ouvertement. Sébastien Thierry serait fier de voir comme il a mûri. Comment il a pris la responsabilité non seulement des affaires, mais de toute la communauté autour de la ferme. J'ai acquiescé, me souvenant comment Christophe avait changé sa perspective sur le travail rural. L'homme qui avait autrefois honte d'avoir des parents qui travaillaient dans les champs parlait maintenant avec passion de l'agriculture durable et du développement rural responsable. Il a aussi mentionné que Mariana viendra avec lui aujourd'hui, ai-je ajouté, souriant en pensant à la jeune vétérinaire qui avait conquis le cœur de mon fils. « Ah, c'est bien, dit Jules, et je pouvais percevoir la satisfaction dans sa voix. C'est une femme spéciale, intelligente, dévouée, et le plus important, elle voit le meilleur côté de Christophe. Mariana Oliveira était une vétérinaire de 35 ans qui avait rencontré Christophe lors d'une conférence sur l'élevage durable. Elle possédait sa propre ferme dans la région voisine et partageait sa passion pour les méthodes d'élevage responsables. Plus important encore, elle avait connu Christophe après sa transformation, voyant en lui l'homme qu'il était devenu et non l'homme amer qu'il avait été. « Il parle sérieusement de mariage, dis-je, incapable de cacher ma joie. Christophe m'a demandé des conseils sur la façon de demander sa main. Jules rit, un son chaleureux qui résonna sur la véranda. Notre fils, qui demande des conseils amoureux à sa mère,
Qui aurait cru qu'on verrait ce jour? La façon naturelle dont il a dit « notre fils » m'a réchauffé le cœur. Ces 2 dernières années, Jules avait progressivement assumé un rôle paternel plus actif dans la vie de Christophe. Ce n'était pas une transition facile. Comment construire une relation père-fils à 70 et 42 ans, mais tous deux faisaient de sincères efforts. Tu sais qu'il te considère comme un père maintenant, n'est-ce pas? Dis-je doucement, touchant la main de Jules. Il me l'a dit la semaine dernière. Il a dit qu'il avait perdu un père, mais en avait gagné un autre. Les yeux de Jules se remplirent de larmes, comme toujours lorsque nous parlions de sa relation avec Christophe. J'ai gâché tant d'années, murmura-t-il. Tant d'années où j'aurais pu être plus présent dans sa vie, si nous n'avions pas eu peur de la vérité. Nous n'avons pas gâché, ai-je corrigé gentiment. Nous avons fait de notre mieux dans les circonstances que nous avions. Sébastien Thierry le savait, et Christophe le comprend maintenant aussi. Je me suis levée et me suis dirigée vers la balustrade de la véranda, observant un couple de tyrans qui-qui-vi, construisant leur nid dans l'arbre proche. La vie avait une façon intéressante de se renouveler, de trouver des chemins vers la guérison même après les blessures les plus profondes. Parfois je me demande ce que Sébastien Thierry penserait de tout cela, dis-je, plus pour moi-même que pour Jules. Il serait heureux, répondit Jules avec conviction, me rejoignant à la balustrade. Il a toujours voulu que vous soyez heureux, vous tous. Il me l'a dit à l'hôpital, dans ces derniers jours. Je me suis tournée pour le regarder, surprise. Il a parlé de nous à l'hôpital. Jules acquiesça, ses yeux perdus dans ses souvenirs. Il a dit qu'il savait que nous nous aimions et qu'après son départ, il voulait que nous soyons heureux ensemble. Il a dit que 42 ans d'abnégation étaient suffisants pour n'importe qui. Des larmes coulèrent à mes sur mon visage. Sébastien Thierry avait été généreux et compréhensif jusqu'au dernier moment, pensant au bien-être de nous tous, même en faisant face à sa propre mort. Il m'a aussi demandé de prendre soin de Christophe, continua Jules. Il a dit que le garçon aurait besoin d'un père, même en étant adulte. Il a dit que nous avons tous besoin de guidance paternelle, quel que soit notre âge. Et tu l'as fait, dis-je, essuyant mes yeux. Tu as été le père dont Christophe a besoin maintenant. Le bruit d'une voiture dans l'allée interrompit notre conversation. Nous avons regardé par la fenêtre et vu la voiture de Christophe se garer sous l'ombre de l'amandier que Sébastien Thierry avait planté des décennies auparavant. Ils sont arrivés, dit Jules, lissant sa chemise et vérifiant son apparence dans le reflet de la fenêtre. Christophe sortit de la voiture en premier, portant un jean et une simple chemise en coton, un changement drastique par rapport aux costumes italiens qu'il portait autrefois. À 44 ans, il avait développé une apparence plus détendue, plus authentique. Mariana sortit du côté passager, ses cheveux châtains brillants dans le soleil de l'après-midi, portant un dossier de documents et souriant avec le naturel de quelqu'un qui se sentait chez soi. « Maman! Jules !» cria Christophe, faisant signe en montant les marches de la véranda. « Comment s'est passé le voyage ?» ai-je demandé, embrassant mon fils, puis Mariana. « Tranquille, » répondit Christophe, embrassant mon front. Nous nous sommes arrêtés en chemin pour vérifier les nouvelles installations de la ferme de José Miguel. Il met en œuvre le système de rotation des pâturages que nous avons suggéré. « Et ça fonctionne très bien », ajouta Mariana, saluant Jules avec une étreinte chaleureuse. La productivité a augmenté de 20% en 6 mois. Nous nous sommes assis autour de la table de la véranda et Christophe a ouvert le dossier de documents. J'ai apporté les contrats de partenariat avec la coopérative de producteurs biologiques, dit-il, sa voix chargée d'enthousiasme. Si nous signons aujourd'hui, nous pourrons commencer la mise en œuvre la semaine prochaine. Parle-nous des détails, dit Jules, se penchant pour examiner les papiers. Christophe commença à expliquer les termes du partenariat, parlant de certification biologique, de marché durable et de responsabilité environnementale,
avec une passion qui me rappelait Sébastien Thierry quand il parlait de la terre. Il était impossible de ne pas remarquer comme il avait trouvé sa véritable vocation. « Papa serait fier, dit-il soudainement, s'arrêtant au milieu de son explication. C'était la première fois que je l'entendais appeler Sébastien Thierry « Papa » depuis les funérailles. Oui, il le serait, ai-je acquiescé en touchant sa main. Il a toujours rêvé de voir la ferme prospérer de manière durable. Et pas seulement papa Sébastien Thierry, dit Christophe, regardant directement Jules, tu devrais être fier aussi. Tes conseils sur la gestion vétérinaire préventive ont été essentiels pour développer ce projet. Jules sourit et je pus voir l'émotion dans ses yeux. Je suis très fier de toi, fils, dit-il, utilisant ce mot qui sonnait encore nouveau, mais de plus en plus naturel. Mariana observait cet échange avec un doux sourire, et je réalisais qu'elle comprenait la complexité et la beauté de notre famille recomposée. En fait, dit Christophe, échangeant un regard significatif avec Mariana, nous avons une autre nouvelle à partager. Mon cœur s'accéléra. À l'expression de leur visage, je soupçonnais déjà ce qui allait suivre. Nous allons nous marier, annonça Mariana, tendant la main pour montrer une bague simple mais élégante. Christophe m'a demandé en mariage hier soir. Je criais de joie, me levant pour les embrasser tous les deux. Jules se leva aussi, ses yeux brillants de bonheur. « Quand » demandai-je, pouvant à peine contenir mon enthousiasme. « En décembre » répondit Christophe. « Nous voulons faire la cérémonie à la ferme, sous le jabuticaba où papa avait l'habitude de s'asseoir pour lire son journal. » Des larmes de joie coulèrent sur mon visage. Sébastien Thierry avait adoré cet arbre. Il disait que c'était l'endroit le plus paisible de la propriété. « Ce sera parfait », dit Jules, embrassant Christophe avec une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. Ce sera absolument parfait. Nous avons passé le reste de l'après-midi à planifier le mariage, à discuter des détails de la ferme et simplement à profiter de la compagnie les uns des autres. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons dorés et roses, je me sentis envahi par un sentiment de plénitude que je n'avais pas éprouvé depuis des années. J'ai regardé autour de la véranda, Jules expliquant quelque chose sur la pisciculture à Mariana, Christophe organisant les documents avec un soin méticuleux, et j'ai réalisé que nous avions enfin trouvé notre paix. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée quand j'étais jeune, mais c'était la famille que la vie nous avait donnée, avec toutes ses complexités, ses secrets révélés et son amour redécouvert. Sébastien Thierry serait heureux, pensais-je, en observant les vagues se briser doucement sur la plage. Il serait heureux de savoir que l'amour, dans toutes ses formes compliquées et imparfaites, avait finalement triomphé sur la peur, la culpabilité et le ressentiment. Il serait heureux de savoir que la famille qu'il avait protégée et aimée pendant si longtemps continuerait à grandir, à prospérer et à guérir sous le ciel infini qu'il aimait tant contempler.